Voilà, quelque chose de très important pour la nation avec cette question qui fâche. Je l'ai dit en préambule, l'Occident est-il la cause de nos malheurs? Richardson Bigot a déjà vendu la mèche. On reçoit en distanciel à cette émission Robert Gilles Stelio Capo Chichi. Il s'agit de Kémy Séba. Donc Kémy Séba, comme vous le savez, c'est un panafricaniste. C'est un homme un panafricaniste de première heure. Le panafricanisme, comme vous le savez, qui est, dans sa définition la plus classique, un mouvement qui défend l'émancipation, l'affirmation et la réappropriation de l'identité africaine contre les discours colonisateurs. Donc Kémy Séba séjourne en Haïti. Je crois que c'est depuis mercredi dernier. Il est au Cap-Haïtien, il est en distanciel avec nous à Agora. Kémy Séba, bonjour et bienvenue. Bonjour mon cher frère. Première petite question, comment est la visite, comment est le séjour, Kémy Séba, au Cap-Haïtien? Le séjour est chargé et malheureusement, on vient de me dire qu'on a 30 minutes pour l'intervention aujourd'hui dans votre émission. Donc, on fera en sorte que... quelqu'un qui appelle. Vous m'entendez? 5 sur 5. D'accord. Il y a quelqu'un qui appelle en même temps sur le téléphone. Donc, je disais qu'on a 30 minutes pour l'intervention. On va tout faire pour que ce soit le plus intéressant. Vous m'avez introduit comme panafricaniste. C'est une idéologie politique. Notre démarche est un petit peu plus globale, vaste et profonde. Je suis président de l'ONG Urgence Panafricaniste, organisation internationale qui lutte pour la justice sociale, qui lutte contre la malgouvernance et qui lutte contre le néocolonialisme qui touche nos peuples sous toutes ses formes. Je suis par ailleurs écrivain, auteur de 5 ouvrages, le 6e est en préparation. Je suis conseiller spécial du président du Niger, accessoirement. Et je suis aussi quelqu'un qui essaye de penser la condition du monde noir et du peuple noir dans sa globalité. Voilà ce que je pourrais dire en guise d'introduction. Cap-Haïtien, c'est un endroit symbolique, historique. La révolution, sous bien des aspects, est partie de cette zone. Et pour nous, c'est extrêmement important de nous retrouver ici. Dire que vous vous ressourcez en quelque sorte. La question, on l'a dit, c'est une question qui fâche, Kémy Séba. C'est cette question qui constituera le fil conducteur de notre émission. L'Occident est-il la cause de nos malheurs, les malheurs d'Haïti? Donc, répondez pour nous à la question et le moment venu, nos collaborateurs qui sont avec nous, qui tiennent lieu de débatteurs, vous poseront les questions nécessaires. Bon, de manière très claire, dire que l'Occident est le responsable de la situation d'Haïti reviendrait à dire que l'Occident est tellement fort et que nous sommes tellement inférieurs qu'il suffit qu'une seule région décide de nous assujettir pour que nous soyons broyés. Je pense que ce serait un raisonnement trop simpliste que de résumer les choses de cette façon. Il y a une dynamique multifactorielle qui entraîne la situation d'Haïti et du monde noir en réalité dans sa globalité. L'oligarchie et non pas l'Occident, l'oligarchie occidentale a ses responsabilités, mais on ne peut pas exonérer de ses responsabilités l'élite haïtienne, l'oligarchie haïtienne et plus globalement l'oligarchie africaine, parce qu'on dit toujours qu'une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Et je le dis dans mon dernier ouvrage, Philosophie de la panafricanité fondamentale, que s'il y a évidemment un certain nombre de contingences qui entraînent ce processus d'ostracisme qui touche nos populations, il en va aussi de notre responsabilité d'agir dans un cadre d'autodétermination, de quitter la victimisation éternelle et de devenir les acteurs de notre propre destin. Et c'est la raison aussi pour laquelle nous venons. Nous ne sommes pas venus ici pour du tourisme, vous l'avez bien compris, nous sommes venus ici pour des actions sociales, nous sommes venus ici pour justement aussi propager le message sur le terrain du panafricanisme comme outil de reconstruction d'Haïti, pas frelaté émanant de l'Union africaine,
structure au sein de laquelle j'étais invité il y a de cela un peu plus d'une semaine en Éthiopie, d'accord, mais un panafricanisme populaire, celui qui est en train d'animer aujourd'hui les consciences en Afrique dite entre guillemets francophone, et que nous voulons voir renaître dans la matrice du panafricanisme qui est Haïti aujourd'hui. Alors, Kémy Séba, vous dites que vous menez au Cap Haïtien des actions sociales dans le cadre de votre visite. On aimerait savoir quelle forme ont pris ou prennent ces actions sociales déjà. Je n'ai pas compris. Vous pouvez répéter la question s'il vous plaît, il y a une coupure au niveau d'Internet. Oui, vous dites que vous êtes au Cap Haïtien pour mener des actions sociales. On aimerait savoir, ici à Port-au-Prince, parce qu'on n'est pas dans le Cap Haïtien, quelles formes ont pris ou prennent déjà les actions sociales que vous menez là-bas? Il est important de préciser que l'ONG Urgence Panafricanisme, comme nous l'avons dit, a une démarche tripartitionnelle. Justice sociale, anticolonialisme, bonne gouvernance. L'axe programmatique social se cadre dans la logique de ce que l'on appelle l'alodo, qui signifie dans notre langue en fongbe l'entraide, le solidarisme. Et donc, dans ce cadre-là, un certain nombre de financements, microcrédits ont été orientés en direction de certaines composantes de la population, d'accord, qui sont dans une logique de difficulté. Certains processus vont être finalisés d'ici la fin du séjour pour justement être dans cette optique d'être en proximité avec les populations et pousser les nôtres à agir aussi dans un cadre de responsabilisation. Qui dit microcrédit dit financement sans intérêt en ce qui nous concerne, d'accord, pour que les nôtres puissent lancer des projets permettant de développer l'économie locale. Et ensuite, une fois que ces projets seront mis sur pied en ce qui les concerne, ils devront rembourser le microcrédit qui a été offert, de telle sorte que ce microcrédit puisse bénéficier à d'autres entités. Voilà un petit peu en résumé ce que l'ONG Urgence Panafricanisme fait sur le terrain social. Ah bon, je vous appelle frère parce que quand même vous m'avez conquis par rapport avec les luttes que vous menez, tantôt en Afrique, tantôt en France, tantôt un peu partout dans le monde. J'aimerais savoir quelle est votre analyse conjoncturelle sur ce qui se passe en Haïti actuellement, à la fois interne et externe, et ensuite comment vous comprenez la position du Kenya comme pays africain dans la crise haïtienne actuelle. Et comment peut-on considérer d'abord le Kenya? Est-ce que le Kenya n'est pas une avancée occidentale en Haïti par rapport avec la crise haïtienne actuelle? Est-ce que le Kenya n'est pas manipulé par l'Occidental? Est-ce que le Kenya n'est pas manipulé par l'Occident? Parce que d'abord, bon, avant tout, l'ennemi était le blanc. Mais maintenant, il y a une forte opinion publique en Haïti qui présente que le Kenya comme ennemi, un ennemi à colorifique noir comme nous. Donc, comment vous comprenez cette réalité? C'est Frantz Fanon qui disait qu'arriverait le moment où le colon blanc laisserait la place sur le terrain physique au colon noir, même si le colon blanc continuerait de tirer des ficelles. Et nous sommes de manière explicite en ce qui concerne, je commence par la fin et je vais finir par le début de votre question très importante, mon très cher frère. Nous sommes évidemment dans une démarche où aujourd'hui, l'oligarchie kenyane, je pense qu'il est important de circonscrire les responsabilités. Ce n'est pas le peuple kényan le problème. Le peuple kényan se rebelle lui-même contre son gouvernement kényan. Donc ce n'est pas le problème du peuple kényan. Mais l'oligarchie kenyane est in extenso l'oligarchie africaine, les oligarchies africaines à l'exception des pays, des États de l'Alliance du Sahel et quelques autres, l'oligarchie africaine qui se réunit au sein de l'Union africaine est aujourd'hui une oligarchie financée par les États-Unis, par l'Union européenne. Et ceux qui sont financés par l'élite occidentale vont toujours agir dans une dynamique qui sera en adéquation avec les velléités de cette même élite occidentale. Et donc aujourd'hui, quand les forces policières et militaires kenyanes arrivent sur le territoire haïtien, elles arrivent en suivant un agenda qui n'est pas l'agenda du prolétariat kényan, mais qui est l'agenda de l'oligarchie occidentale qui finance ce programme. Et donc je pense qu'il est important que notre peuple, je dis bien notre peuple ici à Haïti,
comprennent que les manipulations oligarchiques sont toujours de mise, qu'elles soient noires ou blanches, c'est toujours au détriment du prolétariat, noir dans sa majorité. Et je pense qu'il est important que l'on puisse cibler les vrais responsables de ces situations. Le président du Kenya est responsable, de toute évidence. Il est dans une logique de cooptation vis-à-vis de l'élite d'Occident. Et de la même façon, je pense qu'il est important aussi, lorsqu'on analyse la structure et la décrépitude de la structure étatique haïtienne, il est important de comprendre qu'il y a une putréfaction qui est en train de se matérialiser par le fait qu'il y a une double dynamique qui s'opère, une dynamique endogène avec une corruption au sommet de l'État par des réseaux haïtiens et multiples et variés. Et il y a, en dehors de ça, à l'extérieur, un lobby globaliste néolibéral qui ne veut pas voir Haïti se lever parce que Haïti, ne nous trompons pas, depuis la bataille de Vertières, Haïti a toujours été la bête noire, au premier sens du terme, pour l'oligarchie blanche qui ne veut pas voir ce pays devenir un symbole pour les Noirs du monde entier. Fritz Charles, Papo ou Bigot? Oui, c'est mon tour. Oui. Mon frère, c'est Mikeba. Je vous dis bien vite et je te passe le bonjour et je te dis bien vite que j'adhère à ton analyse. À mon avis, il est correct. Mais cependant, j'aimerais que tu me donnes ta position beaucoup plus en clair. Parce que pour nous autres, Haïti est une calamité sociale, un échec historique de tous les projets politiques et c'est une émanation également du néocolonialisme. Et comme tu l'as dit en filigrane, et que faire? Parce que l'État aujourd'hui est effondré, et il est en péril, et ça nous condamne. Ça nous condamne, donc que faire? Voilà donc une grande question que se posait Lénine déjà, un grand révolutionnaire également. Que faire, Kémy Séba? C'est la question de notre frère Papo. Que faire face à... Parce qu'il y a eu beaucoup de Larsen quand mon aîné a pris la parole. Est-ce que vous pouvez retranscrire la question qu'il a posée, s'il vous plaît? Je le fais. Je te passe le bonjour, mon frère, et j'adhère à ton analyse, à notre avis, et elle est correcte, étant donné que la société haïtienne est considérée comme une calamité, c'est un échec, tu l'as dit, et historique de tous les projets et de la situation oligarchique. Et donc, nous voulons nous autres sortir de cette situation. Les questions idéologiques nous jettent dans une confusion et j'aimerais que tu nous dises que faire. Je pense qu'il serait très présomptueux de ma part de commencer à venir en Haïti et de dire exactement à moi seul quelle est la solution et ce qu'il faut faire. Ce serait très insolent et arrogant de ma part. Par contre, ce que je peux dire en guise de réflexion et de proposition et d'analyse prospective pour que l'on puisse trouver un certain nombre de solutions, c'est que aujourd'hui, ce qui peut être la sève du chaos peut se révéler être demain la graine de la résurrection. Haïti est aujourd'hui fragmenté et fragilisé par des batailles de gangs. Et nous savons très bien qu'Haïti ne produit pas les armes, ce qui signifie que certaines entités qui se présentent comme les amis d'Haïti inondent Haïti d'armes pour que notre peuple s'entretue, tout comme ils l'ont fait à une certaine période de l'histoire aux États-Unis, en inondant notre peuple de crack pour que notre peuple s'entre-déchire et s'entretue. Nous connaissons les méthodologies de certaines entités qui se présentent comme nos amis, mais qui sont de manière ontologique nos plus profonds ennemis. Et je dis que par rapport à cette situation-là, j'ai déjà parlé avec
certaines entités que je ne vais pas citer ici pour l'instant, mais j'ai parlé avec différentes personnes de différents tissus de la société, issus de différents corps de la société. Et je leur ai dit que, à mon sens, le combat ne doit plus être les gangs contre le peuple. Ces gens qui ont été surarmés pour des desseins obscurs aujourd'hui sont les bourreaux partiels du peuple, mais ils peuvent devenir, s'ils comprennent qu'ils ont été instrumentalisés et s'ils demandent pardon au peuple, ils peuvent devenir des gens qui, en étant dans une alliance horizontale, peuvent retourner l'instrumentalisation contre ceux qui voulaient les instrumentaliser. Il y a des gens qui veulent créer le chaos en Haïti pour détruire l'espérance dans ce pays. Et nous pensons que ce chaos peut donner naissance à quelque chose d'autre en termes d'espérance. Haïti est colonisé au XXIe siècle. Nous sommes en 2025. Haïti est suroccupé par certaines entités et institutions exogènes qui veulent maintenir ce pays sous assistance respiratoire, qui veulent faire croire que ce pays n'est rien sans la participation d'autres institutions dites internationales, mais en réalité, ce sont des institutions occidentales. Il faut que les gangs arrêtent de tirer sur le peuple et se rendent compte que le seul adversaire d'Haïti, c'est l'oligarchie néolibérale qui veut asphyxier notre population. En quoi est-ce que vos actions initiées à Cap-Haïtien pourront-elles avoir des conséquences positives pour Haïti quand on sait que la crise qui prévaut dans le pays est multiforme et ce, avec la complicité de l'Occident qui se veut être en même temps un élément de solution. Vous savez, l'aspect historique du Cap haïtien, il est tout à fait rationnel et logique de se dire que ce qui touche Cap haïtien touchera le reste d'Haïti. Nos interventions à l'université ici, nos rencontres avec la population ici ont circulé partout dans le pays. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous sommes aujourd'hui par vous interviewés. Et aujourd'hui, nous avons eu des appels de différentes personnes, du peuple, de certains gangs. Je vous le dis aussi, c'est important que vous le sachiez. Beaucoup m'ont dit que nous comprenons ce que tu dis, Kémy, et nous nous sentons concernés par cette réalité. Certains reconnaissent qu'ils ont été instrumentalisés par des réseaux qui les dépassent. Et aujourd'hui, de plus en plus prennent conscience que le vrai ennemi, ce n'est pas le peuple haïtien, qu'il faut arrêter de se faire la guerre. Et que le véritable ennemi, c'est ceux qui veulent nous noyer, nous asphyxier et nous broyer. Et donc la propagation du panafricanisme, c'est l'unique voie à suivre quand le système nous sature. L'unité des diverses formes d'africanité dans le but d'obtenir une collective souveraineté. Le problème fondamental d'Haïti, c'est qu'il n'est pas souverain. C'est que ses élites prennent leurs ordres à Washington, à Paris, à Montréal. Et on ne pourra pas fonctionner de cette façon. Il faut une nouvelle prise de conscience. Il faut une nouvelle, aujourd'hui, cérémonie du bois caïman. La cérémonie du bois caïman, ce sont différents esclaves rebelles qui se réunissent, hommes et femmes, de différentes ethnies, différentes approches spirituelles, et qui décident de faire vœu commun de transcendance en versant leur sang pour protéger la nation, protéger la population. Je pense qu'aujourd'hui, certaines entités qu'on appelle des gangs aujourd'hui, mais qui pourraient être rapprochées dans un cycle précédent de certaines entités tribales qui se faisaient la guerre, à un moment donné, doivent comprendre que cette guerre les dessert et doivent réorienter leur colère et leur contestation contre ceux qui les ont manipulés pendant tant de temps. Ça doit être la direction, ça doit être la réflexion. Et je sais qu'il y a aujourd'hui, je vous le dis, de sources sûres, d'accord, je dirai prochainement les détails sur mes interactions avec certains membres de ces groupes-là. Mais je peux vous assurer qu'il y a de plus en plus de gens qui comprennent qu'ils ont été instrumentalisés et qu'il faut cesser la persécution vis-à-vis du peuple. Certains le comprennent, d'autres pas, c'est une réalité aussi. Mais je pense que la conscientisation et la sensibilisation doivent être l'obsession pour que Haïti puisse être dans la voie de l'élévation. Attendez, Joe, c'est moi qui mène l'émission quand même. Et j'allais vous poser la question, Kémy Séba, qui est en partie répondue, et par vous-même, bien entendu. Et vous êtes en Haïti depuis mercredi, c'est-à-dire depuis 3 jours. Tantôt, vous êtes en Haïti.
oui, il nous faut une nouvelle révolution, une nouvelle cérémonie du bois caïman. Est-ce que dans vos prises de contact avec les Haïtiens, vous avez pu déceler cet espoir d'avoir cette nouvelle révolution, cette seconde révolution, cette nouvelle cérémonie de bois caïman? Avez-vous rencontré des hommes et des femmes qui sont prêts et prêtes à faire cette révolution? Frénésie incroyable. Et je pèse mes mots sur ce terrain-là. Partout où nous allons, dans les rues, à l'université, on était au campus, à la faculté de droit de l'université, d'accord, au Cap Haïtien. Nous avons senti une furie, une passion pour la justice et pour le réveil haïtien. Une jeunesse qui est laissée à l'abandon, qui commence à se dire que la seule solution pour sortir de ce marasme dans lequel ils sont plongés, c'est l'autodétermination. Les images sont présentes sur, je crois, YouTube, en ce qui concerne la conférence. Donc, tout le monde peut la voir, l'écouter et vérifier. Partout où nous allons, toutes les structures associatives que nous rencontrons, le retour est le même. Tout le monde veut cela. Beaucoup de gens veulent cela, sauf ceux qui sont dépendants du système néocolonial, évidemment. Et je crois que même par rapport aux interactions et aux multiples réunions que nous avons avec un certain nombre de groupes qui sont basés à Port-au-Prince, je peux vous assurer que même ceux qui sont à l'heure actuelle considérés comme des problèmes par Haïti, à l'intérieur de ces groupes, certains considèrent de plus en plus qu'il faut cesser d'être manipulé et de s'organiser pour agir de plus en plus. C'est progressif, bien évidemment, parce que tout le monde n'est pas au même degré de conscience dans ces groupes, mais commence à songer de plus en plus à la nécessité d'agir pour être des gens qui aident à la souveraineté d'Haïti. De plus en plus de gens pensent cela. Et je crois que le plus important, ça devra être tôt ou tard qu'il y ait un cadre de dialogue qui soit opéré, que les gangs baissent les armes face au peuple. D'accord? Ça paraît très difficile aujourd'hui parce que beaucoup de gangs sont encore instrumentalisés par l'oligarchie occidentale et par certains réseaux à l'intérieur du pays. C'est une réalité. Mais je peux vous assurer qu'il y a certains membres éminents dans ces gangs qui comprennent de plus en plus qu'ils ont été manipulés, qu'ils doivent cesser cela et qu'ils doivent se tourner vers le peuple et arrêter de viser et de terroriser le peuple. Et c'est sur ça que nous devons travailler en réalité dans le fond. Je sais que le discours que je tiens est un discours qui paraît profondément hétérodoxe, qui iconoclaste, parce que les gens n'ont que comme langage qu'il faut faire la guerre aux gangs, et c'est dans ce sens-là que la police et l'armée kenyane, sur demande de l'oligarchie occidentale, qui en même temps sème la terreur et de l'autre côté joue les bons samaritains, c'est dans ce sens que la police kenyane est venue. C'est dans ce sens que certaines entités, Blackwater, si je ne m'abuse, est venue. Mais moi, je vous dis que quand notre peuple est dans ce cadre de déstabilisation, c'est le dialogue qui doit prévaloir et on doit être dans une logique de trouver les éléments les plus conscients dans ces gangs, les sensibiliser pour les pousser à baisser les armes et que ces groupes-là deviennent des groupes patriotiques qui aident à la relève d'Haïti, qu'ils demandent pardon pour les crimes qui ont été commis, parce qu'il y a une multitude de crimes inacceptables et impardonnables en réalité qui ont été commis. Mais la rédemption est un processus africain. La résilience est un processus africain et haïtien. D'accord? Et si nous sommes dans cette démarche de transversalité, d'échange, de solidarité, que l'on se rappelle que chaque citoyen haïtien a sa responsabilité pour être dans le cadre de s'élever, je vous dis qu'Haïti va redevenir ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, une boussole pour des Noirs, des millions de Noirs du monde entier. Oui, au fait, je souhaiterais m'adresser directement à Kémy Séba en ce qui concerne surtout les mécanismes subtils que l'Occident a mis en place pour perpétuer le chaos dans le pays. Et nous savons également que ces systèmes-là sont vraiment forts et solides. Et je me demande quelle serait la meilleure démarche à adopter pour aller à l'encontre de ces systèmes-là, ou du moins pour aller à l'encontre de ces mécanismes-là. Et est-ce qu'elle doit être, disons, la démarche, est-ce qu'elle doit être populaire d'abord?
La révolution sera populaire ou ne le sera pas. Il n'y a pas d'homme providentiel, la seule providence provient du peuple. Et ce que je dis là est valable aussi bien dans la révolution en Afrique francophone que nous menons collectivement que dans ce qui doit se passer aujourd'hui à Haïti. Haïti, aujourd'hui, est colonisé par un système globaliste néolibéral, d'accord, qui se caractérise et se manifeste par la prolifération d'ONG occidentales qui disent ce qui est bon ou mauvais en l'échange de quelques financements à la population, d'accord. Et c'est Thomas Sankara qui disait l'aide qui ne vous permet pas de vous passer de l'aide n'est pas une aide. Et moi j'extrapole en disant que c'est une incarcération. Aujourd'hui, je crois qu'Haïti est peut-être le pays où il y a le plus d'ONG de la planète, dans la planète, au sein de la planète. C'est le pays qui a le plus d'assistance respiratoire. Mais qui est-ce qui veut nous forcer à rester dans ce tube-là? Qui est-ce qui veut nous forcer à rester dans cette assistanat-là? De quoi ont-ils peur? Pourquoi veulent-ils nous avoir de cette façon? Et ils savent que, en colonisant les sociétés civiles par le biais de la cooptation via le processus de ces ONG, elles arrivent à façonner petit à petit une partie du psyché de la population qui est tellement précarisée que si des entités viennent et se disent on va vous aider, on va vous financer, on va vous donner quelques projets, ils vont orienter la réflexion et la pensée d'un certain nombre des nôtres. La décolonisation commence par le fait, je l'ai toujours dit, d'arrêter et de stopper les collaborations avec ces structures qui veulent façonner notre imaginaire. Nous devons agir dans un cadre d'autodétermination. Nous devons agir dans un cadre de responsabilisation. Nous devons agir dans un cadre d'anti-victimisation. Et c'est comprendre que le monde est en train de changer, que l'hégémonie occidentale américaine, par exemple Open Society et tout ce qui s'ensuit, ces structures-là sont des structures qui ont un agenda globaliste. Mais notre peuple n'a pas besoin d'une globalisation néolibérale occidentale. Nous voulons la souveraineté du peuple haïtien. Et ces deux principes sont en contradiction, en opposition, en scission. C'est la démarche dans laquelle nous devons être. Et vous savez, dans le cadre de mes écrits et de mes recherches sur la question de la philosophie africaine et afro-diasporique, je me rappelle toujours que quand on parle de la logique de la révolution, revenir au cycle primordial, boucler la boucle pour revenir au commencement. Il y a des siècles précédents, en Afrique, certaines tribus se faisaient la guerre. Jusqu'au moment où elles ont compris la nécessité de faire corps les unes avec les autres pour se battre contre un adversaire supérieur en armes, en moyens logistiques. Et c'est souvent comme cela que se constituent des empires, des royaumes, des civilisations, des petits groupes qui se font la guerre jusqu'à ce qu'ils comprennent la nécessité de l'unité avec le peuple. Et ils avancent. Aujourd'hui, les tribus ont été remplacées par les gangs. D'accord? Ces tribus armées qui se font la guerre, avec le peuple qui souffre et qui paye le prix. Il faut à un moment donné arriver à la paix, à la cessation des batailles armées et comprendre que la seule lutte qui vale, c'est la lutte pour la relève, la résurrection politique d'Haïti et la résistance contre tous ceux qui ont plongé Haïti dans cet état, que ce soit les forces exogènes blanches ou les forces corrompues endogènes noires. Kémy Séba, à côté de vos multiples chapeaux, vous êtes aussi, et vous l'avez dit, un homme politique. Vous êtes en visite en Haïti depuis mercredi. Vous avez déjà rencontré des membres d'organisations de la société civile, des organisations d'étudiants. Est-ce que dans votre agenda, il est inscrit une rencontre avec les autorités, un membre ou deux, ou pourquoi pas tous les membres du CPT ou le chef du gouvernement? Nous allons et nous rencontrons un certain nombre de gens. Certains sont venus de Port-au-Prince ici nous voir et nous nous déplaçons à différents endroits pour voir certains représentants et responsables de diverses structures. Si vous le permettez, pour des raisons d'ordre stratégique, nous communiquerons à la fin du séjour les gens que nous avons rencontrés. Vous verrez que de manière précise, parce que l'art de la guerre est quelque chose de nécessaire,
nous ne communiquons pas pour l'instant sur le contenu de notre agenda. On a juste mis en avant, mon équipe a mis en avant sur nos réseaux sociaux les conférences et l'annonce de la conférence, je crois, au campus Saint-Christophe, c'est ça? Le 2 juin, il y a une conférence à l'université qui se déroulera. Mais pour ce qui est de notre programme au quotidien, nous retranscrirons les choses d'ici la fin du séjour et je peux vous assurer qu'il y aura pas mal de surprises. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Petite question avant de refermer l'émission, Papo. Ouais, mon frère, et tu le sais bien que la lutte pour la libération d'un peuple a ses exigences et ses lois. Et tu sais également que Haïti subit depuis un certain temps une réalité de conditions révolutionnaires fermées. Ta présence ici est pour nous une contribution. Ça pourrait nous aider dans cette première phase d'organisation. Mais il y a une phase de consolidation, de structuration, et j'aimerais que tu nous dises à distance, est-ce que tu pourrais continuer à nous aider pour arriver à cette phase indispensable pour favoriser la victoire? Mes chers frères, je vais vous dire et vous le répéter avec la plus grande clarté. Nous sommes avec vous au quotidien, constamment. Nous avons dépensé, je ne sais pas si c'est pudique de le dire, mais en tout cas un gros budget de la part de l'ONG. Il y a quelqu'un de mon équipe qui me fait signe de ne pas en parler. D'accord? Un gros budget de notre ONG pour nous déplacer. Nous avons été invités par des structures de la société civile, mais ces structures n'avaient pas les moyens de prendre en charge notre délégation. Nous avons payé nous-mêmes nos billets pour venir. D'accord? Nous avons pris des fonds de caisse de ce que nous avions dans notre organisation. Nous ne sommes pas l'Open Society de Georges Soros, c'est important qu'on le dise. D'accord? Nous avons pris ces éléments-là pour être dans une démarche de pouvoir venir aux côtés d'Haïti. Nous sommes avec Haïti au quotidien. Partout où nous menons cette révolution dans le monde noir, et vous le savez, nous rappelons toujours l'importance d'Haïti dans ce combat. Donc nous sommes avec vous, nous vous accompagnons. Nous sommes en train de monter sur place une antenne de l'ONG Urgence Panafricaniste, une antenne haïtienne de l'ONG Urgence Panafricaniste. Et donc nous sommes avec vous, nous serons avec vous, nous rencontrerons comme nous le faisons partout dans le monde noir, des gens du peuple, des gens des autorités quand elles le veulent, des gens de groupes ostracisés quand ils le veulent. Nous les rencontrons déjà, nous continuerons à le faire et je peux vous assurer qu'il va y avoir beaucoup de surprises en ce qui concerne les stratégies menées et les actions posées pour que notre peuple puisse avancer. Notre présence déjà ici est un électrochoc. Et rappelez-vous que Cap-Haïtien et Port-au-Prince, ce sont deux facettes d'une même pièce. Vous êtes liés historiquement, c'est le même pays. Nous sommes avec vous et nous continuons à avancer plus que jamais. On va devoir y aller dans pas longtemps, me fait oui, rapidement. Et Kémy Séba, nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes dans une sorte de multilatéralisme, une sorte de monde bipolaire, des trucs comme cela. Et nous avons, pour atterrir avec cette dynamique de multilatéralisme, nous avons besoin d'hommes forts, à l'instar du leader de Burkina Faso et de Poutine, comme la Russie et en Chine également. En ce sens, quelles suggestions pourriez-vous nous faire, ou du moins pourriez-vous faire à Haïti, de manière à ce qu'il arrive à trouver des hommes forts, capables de nouer des relations avec d'autres pays partenaires d'Haïti? Je dis toujours que l'autodétermination passe par la revirilisation de l'homme noir et le renforcement de la femme noire. Les seuls hommes forts dont Haïti a besoin sont à l'intérieur du pays et sont haïtiens. Il peut y avoir d'autres entités qui peuvent s'allier stratégiquement à Haïti. Vous avez parlé du frère, de mon jeune frère, le président Ibrahim Traoré.
il y a aussi le général, le président Abdourahmane Tiani du Niger, il y a aussi le frère président du Mali, Assimi Goïta, d'accord? Ce sont des frères courageux et auxquels il faut rendre hommage depuis les quelques années qu'ils ont pris le pouvoir et qu'ils essayent de faire avancer la voiture du panafricanisme au niveau institutionnel. Mais je pense qu'il serait, à mon sens, une erreur que d'attendre des autres ce que nous devons commencer par faire nous-mêmes. Le multilatéralisme doit commencer par un multilatéralisme endogène haïtien avec l'unité des diverses composantes du peuple haïtien, d'accord, du pays et de la diaspora, et s'allier maintenant avec d'autres pays qui sont dans cette dynamique révolutionnaire une fois qu'on aura accéléré dans le processus de révolution ici. Et c'est pour cette raison que nous venons pour accompagner ce processus, être à vos côtés, donner un certain nombre de clés de réflexion et notre expérience en ce qui concerne le combat que nous menons partout, d'accord? Et comme je l'ai dit à certains responsables de différents groupes, il y a une possibilité de convergence révolutionnaire des luttes, d'accord, entre le front de résistance haïtien et le courant panafricaniste sur le continent, d'accord, à partir du moment où on aura avancé dans le cadre de la cessation des exactions sur le territoire haïtien pour que l'on converge vers la même direction. Je le dis, tant que la bataille est horizontale à l'intérieur d'Haïti, on n'avancera pas, mais il faut que la bataille devienne verticale. Le prolétariat contre l'oligarchie. C'est la seule solution pour que nous puissions avancer. Et enfin, vous avez fini par parler de Poutine. Moi, je le dis et je le répète, le seul messie du peuple noir, c'est le peuple noir lui-même. C'est important qu'on le dise. Aucun blanc sur cette terre ne viendra sauver notre peuple. Poutine est le président de la Russie. Il se bat pour la grandeur de la Russie. Il se bat aussi pour être un contrepoids à l'hégémonie occidentale. Nous le reconnaissons. Mais je pense qu'il serait une hérésie de penser que Poutine serait un messie quelconque de quelconque partie du peuple noir. Il ne l'est pas, il ne le sera jamais. C'est le gardien et le défenseur, l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand défenseur de la Russie aujourd'hui, d'accord, bien sûr le plus grand, et c'est l'un des plus grands dirigeants de l'histoire de son peuple, de manière indéniable. Mais notre peuple n'est pas la Russie. Nous sommes un peuple négro-africain et afro-descendant, et nous avons la responsabilité de prendre en charge nous-mêmes nos destinées. Ça permet aussi de rappeler à ceux qui nous disent toujours, parce qu'ils nous voient alliés géopolitiquement avec, ils nous ont vus alliés géopolitiquement avec la Russie, avec la Turquie, à moindre échelle, ou avec l'Iran, ou avec d'autres pays, ou avec le Venezuela, qui se disent que oui, ce combat existe parce qu'il y a des alliés. Non, non, non. Ce combat existe parce que nous prenons d'abord nos responsabilités et parce que nous devenons suffisamment forts pour que d'autres pays se disent « Ah, ils doivent être alliés au combat que nous menons ». C'est dans cet ordre-là que les choses doivent s'effectuer et pas dans le contraire. Donc, et pas le contraire. Donc, qu'il y ait d'autres partenaires, c'est une chose, mais j'insiste, ces autres pays ne seront jamais des messies de nos peuples. Nous devons d'abord mener la révolution en priorité nous-mêmes, nous rappeler qu'une révolution au sein de notre peuple ne marche que lorsque la femme n'est plus assignée à des rôles domestiques, cosmétiques, d'accord, mais que la femme, à l'image de Winnie Mandela, doit prendre ses responsabilités et être en première ligne. Et quand nous sommes dans une démarche, d'accord, de comprendre que c'est l'horizontalité des luttes et l'horizontalité en termes d'alliance, de convergence qui permet de pouvoir résister face à ceux qui sont au-dessus de nous, qui sont les oligarchies blanches et noires qui veulent nous asphyxier. On doit y aller, hein, malheureusement. Pourquoi pas. La question de Joe, c'était l'antépénultième question, mais l'avant-dernière question, c'est Bigot qui la pose, et la dernière, c'est moi. Hein. Alors, certaines rumeurs font croire que Kémy serait... C'est pas des rumeurs, c'est pas des rumeurs. Donc, c'est la dernière question que j'avais pour Kémy, c'est pas une question plutôt personnelle. Donc, vous êtes candidat à la présidence du Bénin en 2026, c'est ça. Comment comptez-vous jumeler votre fonction de président de la République à ce grand militant panafricaniste que vous êtes? Oui. Vous pouvez répéter la question, mon très cher frère? Double détente, c'est une question à double détente.
Merci Bigot. C'est une question à deux volets, double détente. Est-ce que vous êtes réellement candidat à la présidence, vous serez candidat à la présidence du Bénin en 2026? Et l'autre point de la question, c'était... Comment comptez-vous jumeler votre fonction de président à ce grand militant panafricaniste que vous êtes? Voilà. Alors, de manière très simple, les choses ne sont pas compliquées, ne sont pas cachées. Le code électoral au Bénin a été taillé sur pièce pour que seuls les candidats validés par le président Patrice Talon puissent concourir. Si vous êtes anti-système, si vous êtes opposé à la France-Afrique, vous ne pouvez pas vous présenter aux élections. C'est comme ça que ça se passe. Il y a aujourd'hui sur une dizaine, quinzaine de partis politiques existants au Bénin, 3 partis uniquement qui sont autorisés à présenter leurs candidats aux élections. Et ces 3 partis, sur ces 3 partis, il y en a 2 qui appartiennent à Patrice Talon, il est le propriétaire de ces 2 partis-là, et il y en a un 3e qui appartient à l'ancien président Yahi Boni, qui lui-même, tout comme Patrice Talon, est aujourd'hui, malheureusement, un représentant béninois de la France-Afrique. Et donc, quand un leader panafricaniste influent anti-France-Afrique déclare qu'il veut aller aux élections, tout est fait pour le bloquer, pour l'empêcher d'avancer dans cette direction. Le code électoral tel qu'il est structuré ne me permet pas de me présenter, mais comme le disait Che Guevara, la révolution n'est pas une question qui se cantonne uniquement au cadre des institutions. C'est une question globale qui peut passer par les institutions, mais qui doit plus que jamais la transcender. Raison pour laquelle Che Guevara était aux 4 coins du monde en train d'avancer pour répandre son combat. Nous ne le faisons pas avec les armes, nous le faisons avec uniquement nos cerveaux, notre intelligence, d'accord? Et nous nous organisons aux 4 coins du monde pour tout faire pour faire avancer les conditions de vie de nos populations. Et c'est dans ce cadre que nous sommes pour l'instant. À l'heure actuelle, il n'y a pas de possibilité de candidature. Peut-être que d'ici quelques temps ou quelques années, les conditions changeront. Mais en attendant, nous continuons plus que jamais d'avancer dans notre agenda pour la propagation du panafricanisme et pour la révolution noire mondiale. C'est la responsabilité qui est la nôtre. Je ne connais pas d'autres panafricanistes qui font ce que nous faisons à l'échelle de l'ONG Urgence Panafricaniste, qui se déplacent aux 4 coins du monde pour aider leur peuple. Mais il en va de notre responsabilité et de notre mission. Chaque génération, comme le disait Frantz Fanon, a dans une relative opacité le choix entre trahir ou accomplir sa mission. Nous, notre responsabilité, c'est de l'accomplir. Merci infiniment.